à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Je sais que le développement personnel, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours voulu dépasser un peu mes limites, apprendre à me connaître. Et pour l'aisance en public, je sais que pendant longtemps, je pensais que c'était le théâtre la chose à faire. Mais j'ai réalisé qu'en fait, quand on fait du théâtre, forcément, on met un peu un masque, on joue le rôle de quelqu'un d'autre. Et ça facilite fortement le fait de s'exprimer plus que d'habitude devant les autres parce qu'on incarne un rôle. Et ce qui m'a vraiment marqué dans le chant, c'est vraiment ce côté où il y a pas de masque, on est obligé d'être honnête et de montrer qui on est vraiment. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus enrichissant que le théâtre au final, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a d'autres, comme vous, le travail avec la voix, que vous avez senti que vous avez dû aller un petit peu plus loin à l'intérieur de vous ou pas? Ouais, moi perso, en fait, surtout pour les hommes, je pense, le fait de quand on mue, c'est un peu, on passe de enfant à adulte. Et moi, pendant ma période de mue, je pense que c'était ma période, mais c'est que j'avais une voix très nasillarde quand on passe de voix enfant assez claire enfin, j'avais une voix très nasillarde. Et en fait, enfin, quand je m'enregistrais et tout, enfin, ça me faisait très bizarre de m'entendre vraiment. Et donc, je me suis dit vraiment qu'il fallait que je change ça. Et j'ai regardé plein de vidéos sur Internet pour comment contrôler sa voix, comment mettre, enfin, moins parler par le nez, plus par la bouche et tout. Et en l'espace de 2 ans, ma voix, elle a vraiment changé par rapport à ça. Et c'était genre important, entre guillemets, parce qu'avant, enfin, ça me mettait mal à l'aise de parler. Alors, tu vois, moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la voix, mine de rien, elle est comme une identité par rapport aux autres et qu'il y a une Vraiment. symbolique, et qu'il y a une symbolique derrière. Je me rappelle je vous en ai déjà parlé, je crois, en cours, d'un monsieur qui, quand il avait qui avait une voix très, très, très grave, mais métallique, presque métallique, parce que indépendamment, il n'y avait pas assez d'émotion dans sa voix, pas assez de vivant et qui, quand je l'ai amené dans ses aigus, il a eu l'impression que c'était une voix de petit garçon. Et du coup, la symbolique, elle est, mais est-ce que si on a une voix aiguë, on est un petit garçon? Est-ce que si on a une voix aiguë, on est une femme? Enfin, c'est assez drôle de voir ce qui peut se jouer derrière le timbre de vos voix. Et dans ce que tu racontes, Adrien, et puis derrière le timbre de la voix, dans ce que tu racontes, Maxime, dans l'idée on voit l'identité comme si on voyait la vraie personne, mais en même temps, la vraie personne, quelle est l'image que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est Mm. assez intéressant de voir, tout en sachant aussi, alors je finis pas mes phrases là, mais je vais la finir là maintenant, tout en sachant qu'il n'y a pas deux cordes vocales identiques, donc c'est vraiment comme les empreintes digitales. Donc, mais en même temps, je trouve intéressant, c'est la symbolique dont vous êtes en train de parler, en fait, quand on Mm. Mais s'exprime vis-à-vis des en fait autres. la question pour moi, c'est Hmm. pas tellement d'avoir une voix grave ou une voix aiguë, mais c'est plutôt de maîtriser sa voix, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir une voix qui est plutôt aiguë, mais la façon dont ils en parlent, la façon dont ils terminent leurs phrases, la façon si ils parlent à un débit relativement lent ou plus accéléré, ou enfin, ça peut donner une impression complètement différente. Donc, c'est pas vraiment réussir à avoir une voix plus grave, c'est plutôt réussir à maîtriser sa voix comme on veut que notre intention de parler, elle soit comprise par les autres. Et là, c'est là que la voix, elle est fabuleuse pour ça, parce que la voix, elle est plein de choses à la fois. Et en fait, effectivement, comme tu viens de le souligner, Adrien, là, parce que là, on est dans le langage non verbal, du coup. Parce qu'on n'est même pas dans les mots, on est dans Mm. comment la voix, elle est. Et le langage non verbal, eh ben, transporte beaucoup de choses à l'autre. Et du coup, l'idée, c'est, mais comment je fais pour que ma pensée, elle arrive telle que je l'ai pensée au départ jusqu'à l'autre et qu'elle ne soit pas détournée par la façon dont je m'exprime, en fait.
Et c'est exactement ça. Après, j'aime bien parce que tu as employé le mot maîtriser, mais je crois qu'au début, tu as employé le mot contrôler. Je préfère le mot maîtriser. Vous faites la différence entre maîtriser et contrôler, tout le monde ou pas? Ouais. Oui. Et pour vous, ce serait quoi la différence entre maîtriser et contrôler? Du coup, si je peux commencer, Vas-y. je dirais que dans la maîtrise, c'est plus le fait de la connaître et de la laisser s'exprimer, mais de manière juste et laisser transparaître ce qu'on a envie de faire passer. Alors que la contrôler, il y a cette notion de poser des limites et quand on contrôle quelque chose, on l'empêche d'être 100% lui-même et du coup, en fait, ça sort pas bien. Et ça s'est beaucoup vu pendant le cours de chant de toute manière, et ça rejoint tout à fait ce que disait Maxime au début, puisque en fait, c'est en étant 100% dans la maîtrise et pas dans le contrôle qu'on peut traduire avec transparence ce qu'on a envie de faire passer comme message, alors que en posant des limites avec le contrôle, c'est pas tout à fait ça va pas être cohérent, ce qui va ressortir. Tout le monde pense la même chose? Dans le contrôle, il y a vraiment ce côté pas laisser sa place à la chose qu'on cherche à contrôler. Alors que, ouais, effectivement, maîtriser, c'est apprendre à la connaître, à connaître les limites et à savoir collaborer. Collaborer avec, en fait, qu'elle soit votre ami et non pas votre ennemi. Benjamin et Adrien ne sont pas Ouais. exprimés sur ce que Maxime venait de dire, et ni les deux Maxime d'ailleurs. Du coup, non, je pensais à simplement le contrôle à une connotation plus négative. Enfin, je sais qu'on l'a vu beaucoup dans le cours sur la voix, donc c'est pour ça que je fais le bon élève. Non, c'est une connotation négative dans le sens où ça relève plutôt de se protéger. En fait, c'est plutôt un mécanisme défensif. Et la conséquence, c'est d'étouffer ce sur quoi on cherche à exercer du pouvoir, en tout cas de l'influence. Alors là, je ne sais pas si la précision sur les mots, mais en tout cas, ce serait l'idée, tandis que la maîtrise est un côté plus sain de la chose. Et je pense surtout à quand on élève des enfants, alors c'est pas mon cas, mais j'ai des petites sœurs, mais c'est vrai que, ou même en tant que prof, quel est le degré de contrôle ou de maîtrise qu'on va avoir sur la progression des élèves, ça c'est toujours la grosse question. On n'en a pas. Voilà. La progression de l'autre, elle dépend de lui, en fait. Hmm. On peut créer l'environnement et faire des propositions, mais après, chacun sa part de responsabilité dans la relation, en fait, et dans l'apprentissage. Donc, en Hmm. tous les cas, comme tu parlais des enseignants, Benjamin, en tant qu'enseignante, j'ai totalement consciente de ne pas être responsable de ce que vous allez pouvoir comprendre du cours, et c'est tout à fait OK, hein, en fait. Hein. Par contre, mon job, c'est de créer l'environnement de faire des propositions de faire un apport de connaissances aussi par l'expérience. Vous avez bien vu que je préférais passer par l'expérience et qu'il n'y ait pas que de la théorie, de façon à ce que chacun en retire quelque chose, mais le degré de ce que vous allez en retirer dépend totalement de là où vous en êtes au moment où vous êtes prêt à recevoir l'enseignement, en fait. Et l'enseignement, je ne le vois pas comme une transmission descendante, en fait. Hein. C'est vraiment comment vous allez recevoir et être apte dans votre état présent. Les personnes que vous êtes aujourd'hui, si vous revenez dans le cours dans 3 ans, c'est évident que vous allez entendre des choses différentes parce que vous aurez vécu des choses différentes, parce que vous aurez intégré des choses, parce que entre le moment où on les comprend et le moment où on les intègre totalement, il y a du temps, même s'il y a des choses qu'on comprend. C'est un peu comme quand vous commencez à ressentir la voix réellement, et puis que vous me dites, bah oui, en fait, on pensait vraiment que tout ce que tu disais, Patricia, pardon, c'était un peu perché, et puis finalement, on se rend compte que bah, c'était concret. Mais tant qu'on n'avait pas vécu les choses, ça reste mental, donc on a l'impression que c'est abstrait, jusqu'au moment où on le vit, et là on se dit, ah non, mais en fait, non, depuis le début, ce n'est pas abstrait, mais pour l'instant, je n'y avais pas accès, en fait, en quelque sorte. Donc voilà, le boulot de Hmm. l'enseignant, c'est de créer les conditions pour que ça devienne possible, mais après, ça dépend vraiment d'un tas de critères, en fait, en quelque sorte. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.